bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui au sommaire, on va avoir un sujet sur la qualité de l'air et de voir un petit peu comment on peut sniper ça. On va parler des avantages du sucre. Et oui, il y a des avantages au sucre, vous allez voir. On va voir de la raison pour laquelle on perd du muscle et je répondrai à la question d'un auditeur par rapport aux activités du quotidien et quel est l'impact que ça peut avoir, que toutes ces activités peuvent avoir sur la forme qu'on a. Alors, premier sujet, qualité de l'air pour votre cardio par exemple. Pourquoi c'est important de connaître un petit peu la qualité de l'air dans votre environnement ? Parce que, par exemple, si, je sais pas, vous avez l'habitude d'aller marcher autour de chez vous, ou de faire ne serait-ce qu'un footing 3-4 fois par semaine, je sais pas, du vélo, peu importe, c'est toujours intéressant de le savoir. Et il y a un article qui est sorti sur Lifehacker qui dit comment utiliser Google Maps pour trouver de l'air plus frais. Alors plus frais, je dirais avec une meilleure qualité. Et en fait, le tuto, il est assez simple. Vous allez dans Google Maps, alors sur iOS ou Android, vous ouvrez Google Maps et en fait, vous pouvez ajouter une couche. Vous savez, sur la carte, donc c'est un petit bouton qui se trouve en haut à droite. Vous avez, c'est comme deux petits losanges superposés. Donc c'est pour ajouter une couche. Et vous avez une couche qui s'appelle qualité de l'air, je crois. Et là, au moins, vous aurez un aperçu de la qualité de l'air autour de la zone où vous vous trouvez, j'imagine, ou alors dans la zone où vous souhaitez aller. Et c'est intéressant, moi, je trouve, puisque ça permet, si vous avez tendance à aller souvent au même endroit faire du cardio, etc., ça vous permet d'avoir quand même ce côté de voir ce qui vous attend en termes de qualité de l'air, quoi. Après, c'est vrai que ça peut être aussi un peu un facteur déclenchant pour ceux qui vivent dans une zone où la qualité de l'air est pas terrible. Il faut savoir que des fois ça a tendance à changer, donc voilà. Mais il peut y avoir quelque chose d'intéressant aussi pour, par exemple, ses choix de vie, les endroits où on veut aller courir, les parcours de santé, tout ça. Parce que je sais que beaucoup de personnes font du cardio en centre-ville. Bon, c'est pas forcément une bonne stratégie pour vos poumons, quoi. C'est pas quelque chose de très intéressant. Et je vous le dis, même quand il y aura que des voitures électriques, ça sera pas intéressant. Parce qu'il n'y a pas que les voitures qui vous envoient des choses négatives pour votre santé globale. Bon, et puis en plus il y a le côté plaisir de la nature par rapport à toutes les, j'allais dire les vapeurs ou les huiles essentielles ou j'en sais rien qui peuvent pénétrer tout le système olfactif, etc., qui agit aussi positivement sur l'organisme. Voilà. Bon. Je trouvais ça le sympa puisque ça va dans le sens, encore une fois, de la gestion du feedback. On parle beaucoup de feedback, de biofeedback avec les mondes connectés et tout ça, mais assez peu d'environnement feedback, en fait, de savoir un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Je trouve que c'est intéressant. Après, à voir si c'est fiable, pas fiable. Je pense quand même que on a aujourd'hui des outils pour mesurer ça de manière relativement fiable, et je pense pas que Google se soit penché sur les mauvais outils. Deuxième article, alors au début, les deux premiers articles, c'est des articles légers, faciles, entrer tranquillement dans le podcast. Là, ça c'est pas des sujets qui prennent beaucoup de temps. Le deuxième article, c'est sur la bonne façon d'utiliser le sucre. Alors là, vous allez vous dire, mais attends, il est en train de nous dire qu'il y a une manière de manger correctement du sucre et qui pourrait être positif. Pas du tout. En fait, cet article m'a plu parce que ça dit la véritable raison du rebond du cours du sucre, parce qu'actuellement les investisseurs ont fait des bons placements en se disant tiens, le sucre ça va augmenter, et puis ça a augmenté. Alors on pourrait se dire oui, c'est parce que les gens mangent de plus en plus mal, etc., donc c'est intéressant d'investir dans le sucre. Pas du tout. En fait, les raisons sont pour la betterave, le tournesol, le maïs, l'orge, etc.,
C'est tout simplement parce qu'il y a la production d'éthanol, donc le carburant, on va dire le carburant le plus toléré par les écolos pour les moteurs thermiques. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Si vous avez par exemple un véhicule essence, vous avez certainement pensé à installer un boîtier ou faire une reprogrammation, j'en sais rien. Et donc forcément, le cours du sucre monte. Donc je trouvais ça intéressant que quelque chose qui est diabolique pour l'organisme, j'aime bien dire. Pourquoi ? Parce que forcément, même si beaucoup de nutritionnistes vous disent il faut manger de tout, équilibrer tout, globalement, on sait que c'est très compliqué de se raisonner sur les produits sucrés. Rapidement, on en mange trop quand on en a dans les placards, etc. Sans parler de boulimie ni rien. Mais ne serait-ce que de manger une barre de chocolat chocolaté type Mars, Twix, j'en sais rien. Enfin, ces trucs-là, de manière raisonnable. Donc c'est déjà beaucoup de sucre. Une canette de soda non allégé, c'est déjà trop de sucre. Donc même en quantité raisonnable, on en a trop. Donc c'est pour ça que moi, quand j'entends le discours, on peut manger tout, mais dans des quantités raisonnables. Le problème, c'est que c'est les quantités à la base. Une portion à la base est déjà trop sucrée. Donc c'est problématique. Mais de voir que ça, finalement, ça va pouvoir faire rouler les véhicules. Alors ça le fait déjà depuis un certain temps. Mais c'est là, il y a beaucoup de marques qui se mettent, marques de constructeurs automobiles qui se mettent à faire des moteurs justement avec ce carburant alternatif, quoi. Donc ça serait une manière de transformer justement ce qui rend obèse, de brûler cette énergie autrement que de la stocker autour de la taille, quoi. Je trouvais ça intéressant. C'est intéressant dans le sens où quelqu'un qui aurait une vision juste il regarderait les gros titres, il se dirait tiens, on mange de plus en plus sucré, mais en fait non. C'est parce que, et je pense que ça peut être bon justement pour les agriculteurs et tout qui vont avoir un marché autre qui va il va y avoir une concurrence en fait entre l'industrie agroalimentaire qui a besoin de ce sucre et ceux qui font, enfin j'allais dire les producteurs, non, ceux qui nous vendent l'énergie, qui vont aussi, il va y avoir un marché, une bataille en fait. Donc offre et demande, etc., quoi. Bref, les sujets qui m'intéressaient le plus, parce que là c'était du léger, je l'ai vu, je voulais en parler, c'est pourquoi perd-on de la force musculaire avec l'âge. Alors c'est un article que j'ai fait traduire de Peter Attia. Qui s'appelle d'ailleurs comme ça, pourquoi perd-on de la force musculaire avec l'âge, et il a cherché à voir, il essaie d'expliquer, il explique correctement quelles sont les raisons de cette perte de force musculaire liée à l'âge. Et alors il y a la cause qu'on connaît tous plus ou moins, c'est la perte de muscle, puisque plus on perd de la masse musculaire, donc plus on perd de la masse maigre, plus le pourcentage de force a tendance à diminuer en fait. Et là, il met un tableau, évolution de la masse musculaire et de la force par décennie. Donc entre 40 et 49 ans, on a une variation de la masse musculaire de plus 1,9, donc ce qui est plutôt bien. Mais le pourcentage de variation de la force de préhension est de moins 3,1. Donc la force de préhension, c'est la poigne, en fait. C'est comme ça qu'ils mesurent la force, souvent. Et ça peut mesurer beaucoup de choses, d'ailleurs. Entre 50 et 59 ans, il y a moins 0,7% de la masse musculaire, moins 3,6% de la force de préhension. Entre 60 et 69 ans, il y a moins 4,2% de la masse musculaire, avec moins 9,2% de la force de préhension, et entre 70 et 79 ans, il y a moins 7,2% de la variation de la masse musculaire, avec moins 11,7% de la force de préhension. Alors il dit pourquoi les muscles perdent-ils de la force avec l'âge. Il explique tout un tas de choses, etc., qu'on connaît par rapport à la prise de masse musculaire, à la perte de masse musculaire liée à la force. Mais il parle de la qualité musculaire. Il dit malheureusement la perte de la qualité musculaire est inévitable, progressant intrinsèquement au niveau cellulaire à plusieurs étapes le long de la voie de contraction musculaire. Par exemple, dans le muscle plus âgé, le couplage excitation-concentration, donc excentrique-concentrique, devient
devient inefficace en raison d'une diminution du nombre de canaux ioniques calcium dans la fibre musculaire. L'âge est également associé à des changements structurels de la myosine qui réduisent sa capacité à rester dans un état de forte liaison et de génération de force, de sorte que la contraction musculaire est plus faible. Bon. Ensuite, il parle de la perte d'innervation et je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. En plus de la perte de la qualité musculaire, il explique un autre facteur majeur contribuant au déclin de la force musculaire est la perte d'innervation neuromusculaire. Tout au long de la vie, les nerfs subissent constamment des cycles d'innervation et de d'énervation, donc je ne sais pas si le terme est exact en français, mais on comprend, des fibres musculaires en fonction de l'utilisation des muscles. Les muscles qui sont fortement sollicités par des mouvements répétitifs ont une plus grande tension et ils ont plus de connexions nerfs-muscles pour soutenir l'activation musculaire. Plus un muscle est sollicité, plus il développe de connexions neuromotrices, ce qui conduit à une meilleure force contractile. L'inverse est également vrai, les muscles peu sollicités deviennent moins innervés, donc on a moins de connexions. Moi j'aime bien prendre l'exemple, un muscle entraîné, on bâtit des autoroutes nerveuses entre l'intention et la contraction, en fait, on prend de plus en plus le chemin. L'ordre envoyé vers le muscle est de plus en plus rapide et le trafic est fluide. Donc c'est une belle autoroute dégagée. Moins on s'entraîne, plus on transforme ces autoroutes en nationales, puis en départementales, bouchées, saturées, bouchonnées. Et donc c'est en ça que justement l'information, peut-être qu'elle part avec de la bonne volonté du cerveau, mais quand elle arrive au muscle, c'est voilà, elle a passé du temps dans les embouteillages, elle est fatiguée, donc il y a plus beaucoup de vivacité, quoi. J'aime bien donner cette image pour que les gens comprennent. Et pour que ça se passe bien, faut s'entraîner. C'est-à-dire que c'est l'entraînement qui permet de transformer une départementale ou un chemin de campagne en autoroute bien dégagée. Il dit, là, chez les jeunes individus en bonne santé, il existe généralement un équilibre entre l'innervation et la dénervation des muscles, c'est-à-dire que ça s'appelle du remodelage, comme il dit, en réponse à l'utilisation. Et globalement, en fait, l'équilibre est plutôt sain, c'est-à-dire que la personne, quand elle est jeune, ressent moins ces effets-là, puisque il y a un bon équilibre qui s'installe même sans sport, en fait. Cependant, dans les populations plus âgées, la dénervation, donc cette perte de conduction nerveuse, on va dire, semble dépasser la réinnervation. Donc le catabolisme et l'anabolisme n'est pas en équilibre et c'est plutôt plus vers le catabolisme, on va dire, nerveux, indépendamment du niveau d'activité physique. Des études suggèrent que cela pourrait être dû à des jonctions neuromusculaires instables, à la mort des neurones moteurs qui survient avec le vieillissement et à la capacité altérée des neurones à réinnerver les fibres. La densité réduite des connexions neuronales aux fibres musculaires équivaut à une communication réduite entre le cerveau et les muscles, entraînant une force et une vitesse inférieures et des performances globales compromises. J'en parlais récemment avec un ami, mais c'est vrai que regardez un jeune de 20 ans faire un sprint et un moins jeune de 40 ans ou de 50 ans faire un sprint. Vous verrez que les deux mettent toute leur intensité dans le mouvement, mais qu'il y en a un qui va moins vite, en fait. On sent que l'explosivité est moins présente. Alors 40 ans, c'est jeune, on prendra peut-être 50 ou 60 pour voir, mais globalement, vous comprenez là où je veux en venir. Alors il dit que pouvons-nous y faire à ça? En fait, il dit bien que peu de choses puissent être faites pour atténuer le déclin de la qualité musculaire liée à l'âge, nous avons un certain contrôle sur le remodelage neuromusculaire, ce qui est plutôt positif. L'activation accrue des fibres musculaires par l'activité physique déclenche une cascade d'événements qui atténuent la perte de force musculaire. Le muscle actif, donc actif veut dire un muscle qui bosse, c'est-à-dire un muscle qui fait des curls, des squats, des développés, tout ce que vous voulez, des sprints, etc. Actif libère un certain nombre de signaux biochimiques, je vais y arriver, qui favorisent la croissance des fibres du motoneurone, les incite à former davantage de connexions avec le muscle et améliore la transmission du signal excitateur au niveau de la jonction neuromusculaire. Ces effets combinés améliorent la communication neuromusculaire et conduisent à un meilleur contrôle et à une force accrue des contractions musculaires, contrecarrant les effets du vieillissement musculaire. Ça fait beaucoup de mots musculaires. En particulier, l'entraînement en endurance et en puissance semble contribuer de manière significative au remodelage neuromusculaire et les données d'athlètes de longue date indiquent que l'exercice régulier dans nos dernières années est efficace pour améliorer la force et la fonction musculaire.
Donc en gros, on voit encore une fois mais d'ailleurs il en conclut la même chose, puisqu'il dit maintenant toutes ces informations m'amènent à une conclusion simple, une que j'ai répétée maintes et maintes fois: continuez à faire de l'exercice tout au long de votre vie. Bon, voilà, observez déjà. Je pense qu'aujourd'hui il y a plus de problèmes de santé qui peuvent être améliorés, réduits. Je vais pas dire inhibés totalement, parce que je suis pas dans cette case-là, c'est-à-dire qu'on peut tout soigner avec le sport, mais regardez bien, prenez, 10 pathologies qui vous viennent à l'esprit le plus rapidement, et vous verrez que certainement plus de la moitié sont améliorées par un niveau d'activité physique satisfaisant, suffisant. Et c'est vrai que le niveau... Et d'ailleurs, ça m'emmène à un autre sujet, un sujet qui fait un peu polémique, là. On voit à quel point l'être humain est prêt à tout pour ne pas faire de sport, en fait. Je sais pas si vous avez vu sur TikTok, mais il y a un médicament pour les diabétiques qui s'appelle je sais plus comment. J'avais fait des petites recherches dessus quand j'ai vu le sujet, puis je me suis dit je fais pas un sujet, mais là j'ai envie d'en parler quand même. Ça vient d'Australie, de mémoire. La tendance, ce sont des TikTokers là qui s'amusent à montrer, à prendre un médicament antidiabétique en fait. Contre le diabète, pour justement mincir. Alors je sais pas si ça marche, en tout cas ça ralentit la vidange gastrique, je crois que c'est un truc qui vient se fixer sur les récepteurs glucagon, etc. Enfin bon, ça vient jouer sur l'insuline, le glucagon et la vidange gastrique, donc le temps de présence des aliments dans le système digestif. Et la problématique, c'est qu'en fait, tout le monde là-bas a voulu se procurer ce médoc et il en restait plus pour les gens qui étaient vraiment diabétiques. Donc on voit bien à quel point les gens sont égoïstes, un peu comme le PQ pendant le Covid, et également à quel point les gens en fait ils sont prêts à tout, à prendre un médoc qui pour les gens qui sont malades, qui ont une pathologie en fait sérieuse, le diabète de type 2, parce que c'est pour le diabète de type 2, c'est pas pour le diabète de type 1. Ils sont quand même prêts à prendre un médoc pour perdre du poids. Donc je suis pas naïf, je sais depuis toujours, ça existe. Mais au point là justement de priver ceux qui en ont vraiment besoin dans l'urgence, quoi. Bon, ils sont pas responsables du diabète des autres, on est d'accord, mais quand même, il y a quand même un côté là, c'est immédiat, quoi. On sait que ces gens-là ont besoin de médicaments. Enfin pas tous, mais certains en ont besoin. Mais moi, ce que ça montre surtout, c'est que les gens sont prêts à tout pour éviter d'aller marcher, courir, pousser de la fonte, etc. C'est ça qui est toujours... Alors, on a le droit de pas être passionné par la muscu, par le cardio et tout, mais il y a bien, sur l'éventail d'activités physiques qui sont disponibles aujourd'hui, on peut bien essayer de trouver un petit quelque chose quand même qui nous convient. Enfin, je pense que vous qui m'écoutez, vous avez trouvé le vôtre, que ça soit le crossfit, la muscu, le street workout, le poids de corps, j'en sais rien, la méthode Lafay, la méthode machin, la méthode truc. Vous avez certainement trouvé le truc qui vous botte, qui vous motive, qui vous donne envie de vous bouger. Si vous avez réussi à le faire et si j'ai réussi à le faire, je pense que beaucoup de personnes peuvent réussir à le trouver aussi. À un moment donné, c'est un investissement à faire sur soi-même, de se dire bon, ok, j'ai envie de ressembler à ça, j'ai envie de perdre du poids. Bon, j'aime pas la muscu, je préfère telle pratique. Je sais pas, peut-être le tir à l'arc. Je vais faire du tir à l'arc régulièrement. Et puis bon, j'aurai peut-être pas des super abdos, mais au moins je ferai quelque chose un peu des muscles du haut du corps. Je resterai debout, etc. Bon. Enfin voilà, si vous voulez une réponse par rapport à ça, il faut s'orienter vers parce qu'on voit bien en fait que la perte de force est la perte de force est plus importante que la perte de muscle au début. Et on voit bien que finalement, c'est pas parce qu'on perd du muscle qu'on perd de la force, mais ce serait peut-être plus parce qu'on perd de la force qu'on perd du muscle. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Puisqu'on voit que là, par exemple, dans son tableau, entre 40 et 49 ans, c'est la force de préhension qui baisse en premier. Qui baisse plus, d'ailleurs, alors que le muscle ne baisse pas encore. Et c'est qu'à partir de 50-59 ans qu'on a une descente au niveau de la masse musculaire. Et on voit peut-être que, justement, c'est cette force de préhension qui baisse. De toute façon, quand la force baisse, le calcul est simple, Vous avez moins de force, vous perdez de la force. Cette force va induire des contraintes mécaniques plus faibles, puisque, par exemple, si vous étiez habitué, je prends un exemple de la vie de tous.
Donc dans la vie de tous les jours, si je prends un exemple concret, admettons quand vous allez chercher vos courses, vous allez faire le plein de courses, vous achetez 2 packs d'eau. Si vous avez l'habitude de porter vos 2 packs d'eau jusqu'à la maison, c'est pas agréable, c'est un peu lourd, mais vous les portez. Et ben, si après 40 ans, vous vous dites bon, c'est un peu lourd, donc maintenant je vais en prendre un seul, je vais en prendre un par un. Donc c'est un détail, mais la contrainte mécanique, c'est-à-dire ce que vous imposez à vos muscles, c'est plus 12 bouteilles d'eau d'un coup, c'est 6. Donc, un ensemble de petits détails comme ça va faire que vos muscles vont être moins contraints et donc ils auront moins de raisons d'avoir la force qu'ils avaient avant. Donc aussi également moins de force, ils ont moins de raisons d'être volumineux entre guillemets, d'être denses, etc. Et c'est ça en fait qui peut expliquer cette perte justement de muscles due à la perte de force, quoi, parce qu'on souffre plus d'un même effort avec le temps qui passe. Donc c'est intéressant. Plus on avance en âge, plus on avance en années, moins c'est, à mon sens, plus c'est intéressant déjà de continuer à faire de la musculation, de pas faire comme beaucoup, se tourner vers des sports plus doux comme le yoga, le tai chi et tout à 100%, parce qu'ils se diraient oh je suis vieux maintenant je fais ça, je fais plus de poids et haltères. En fait il faut continuer à faire un peu au moins, même si ça vous passionne pas, mais un peu. Et pour ceux que ça passionne, il faut se rassurer et se dire que finalement c'est ce qui semble le plus cohérent pour l'âge qui avance, de s'entraîner avec des résistances additionnelles. Voilà. Ensuite, j'avais besoin de parler d'un sujet autre qui était... Ah oui, voilà, c'était la question d'un auditeur qui me disait... Attendez, je bois un petit coup et je vous reprends. Alors, je vous passe le début de la question, mais il me disait oui, je souhaiterais une vidéo sur l'éloge des activités physiques, enfin des activités tout court qui font brûler des kilocalories. Donc, par exemple, le ménage, la vaisselle, le repassage, les escaliers, le vélib, etc. Est-ce que ça peut avoir un impact ? Merci. Eh bien, effectivement, que ça peut avoir un impact. Déjà, il faut te dire une chose, c'est que on passe à peu près, enfin, je vais dire à peu près entre 7 et 8 heures à bosser au quotidien. Donc, il te reste quand même à peu près l'équivalent, même si on a l'impression que on passe à peu près 16 heures éveillé, le reste à dormir, bon. Sauf qu'on a l'impression qu'on passe plus de temps à bosser qu'à faire autre chose, parce que c'est du temps avant, du temps après, c'est pas du temps combiné comme le temps de travail. Donc, on a l'impression qu'on passe plus de temps à bosser qu'à faire autre chose. Mais bon, bref. Donc, déjà, la première chose, c'est durant ces 8 heures de travail, si tu es artisan peintre, ça n'est pas la même chose que si tu es codeur, tu vois, ou caissier n'est pas la même chose que si tu es, je sais pas moi, facteur. Tu vois, il y a des différences. Il y aura toujours des différences entre déjà la position, est-ce que tu es assis, est-ce que tu es debout, et si tu es assis, est-ce que c'est plutôt un travail un peu répétitif d'usine qui pourrait s'apparenter d'ailleurs à caissier ou caissière, puisque tu manipules quand même des choses, ou est-ce que c'est vraiment un travail où tu es à 100% derrière un écran. Enfin voilà. Donc ce que tu imposes à ton corps pendant ces 8 heures de boulot, déjà ça a un impact significatif. Une personne, un artisan ou quelqu'un qui travaille dans le commerce et qui est debout tout le temps, va avoir une dépense calorique bien supérieure à une personne qui est assise derrière son bureau, derrière son écran. Après, toi, tu me parles des activités autres, hors travail, donc le ménage, la vaisselle, le repassage, monter les escaliers, tout ça. Évidemment que ça a un impact. La problématique, c'est que les gens vont regarder l'impact que ça a de manière aiguë. C'est-à-dire que si vous faites un brin de ménage aujourd'hui, je sais pas, vous décidez de laver votre salon, moi je fonctionne beaucoup comme ça, par petite dose régulière, plus qu'une méchante dose d'un coup, ou le gros ménage de printemps, bref. Mais évidemment que si tu regardes uniquement, par exemple, j'ai fait le ménage aujourd'hui, ça a brûlé à peine 60 calories. Tu vas te dire, ça sert à rien, en fait. Mais non, ça sert pas à rien. Parce que ces 60 calories déjà multipliées, déjà sur les jours de la semaine, si c'est quotidien chez toi, multiplié par 7, donc 7 jours de la semaine. Après, par le nombre de semaines par mois, puis le nombre de mois par... Enfin bon, voilà, t'as compris. Là, ça va avoir un impact. Sur 1 an, ça va avoir un impact. Sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça va avoir de gros impacts. Ce sera des quantités d'énergie que tu auras dépensées. Alors évidemment, moi, le vélib, toutes ces choses-là,
Ça, moi, je vis pas en ville. Je vis pas dans une ville où j'ai besoin de prendre les Vélib et tout ça. Déjà, j'ai pas besoin d'aller en ville. Mon mode de vie fait que j'ai pas un boulot en centre-ville, etc. Mais pour les personnes effectivement qui ont pas de véhicule et tout, entre le vélo et les transports en commun, je préfère recommander quand même le vélo en termes d'autonomie et d'activité physique. Ça me semble plus cohérent, puisque le transport en commun, même si on est debout, on est statique, quoi. Même si on marche entre deux arrêts, etc. Donc oui, effectivement, c'est toujours mieux que de prendre la voiture. Les escaliers, évidemment. En fait, les escaliers, c'est exactement la même chose que ce que je disais pour la vaisselle, pour le ménage. De prendre les escaliers de manière aiguë, ça représente pas grand-chose, même si ça aide un peu à se réveiller quand même. Hein. Si vous montez 3 étages pour aller au boulot au lieu de prendre l'ascenseur, vous arriverez en haut avec le cerveau un petit peu mieux oxygéné, quoi. Mais bon, c'est pas ça, c'est l'effet aigu. Par contre, au niveau de la dépense calorique, vous allez vous dire, ça sert pas à grand-chose, mieux vaut prendre l'ascenseur, ça va plus vite et tout ça. Non, puisque justement, ces escaliers... Les escaliers, je pense que c'est plus significatif parce que si je sais pas, par exemple, vous faites des pauses, etc. régulièrement, vous allez monter, descendre, peut-être 6-7 fois dans la journée. Donc là, ça commence à devenir parlant. Multiplié par les jours de boulot par semaine, puis par mois, par année, ça peut devenir intéressant par rapport à justement l'activité physique, quoi. Le repassage après, bon... en fait, tout ça, ça tombe dans les activités autres. Ce que j'appelle activités autres, c'est... D'ailleurs, vous le recevrez ou vous l'avez reçu si vous lisez mes newsletters du matin, là, que j'envoie des petits articles. Faut juste se dire, on a tous un côté... on apprécie tous le confort. Moi, le premier. Mais il faut savoir le détecter. Par exemple, un lave-vaisselle... Tu me parles de vaisselle. Un lave-vaisselle est un équipement de confort. Un lave-vaisselle s'occupe de laver les trucs à ta place. Bon, tu vas me dire, oui, mais il faut encore les ranger. Oui, mais dans tous les cas, tu les rangeais aussi quand tu faisais la vaisselle. Donc, il y a toujours une tâche en moins qui est de frotter. Donc, tu ne fais plus la vaisselle, c'est un confort supplémentaire. Moi, par exemple, j'ai un lave-vaisselle, il y a des gens qui n'en ont pas, j'en ai pas eu je l'ai eu que très tardivement, d'ailleurs, mon premier lave-vaisselle. Mais bon, bref. Pareil pour le ménage. Il y a des gens qui vont prendre une femme de ménage, ou un homme de ménage, du personnel d'entretien, comme on doit dire pour être politiquement correct, j'imagine, ou alors d'autres qui vont acheter, vous savez, le petit robot qui aspire tout seul la maison, là. Bon, si il est maçon ou quoi, tant mieux, ou très actif, tant mieux, mais si c'est pour se mettre dans le canapé et manger des chips à la place, je pense pas qu'il ait gagné au change. Puisque le temps qu'il va gagner à pas faire le ménage, il va le perdre en temps de vie, hein, puisqu'il va mourir plus jeune. Mais bon, bref. C'est un peu pessimiste, mais j'aime bien envoyer des formules choc comme ça. Et ce que j'ai écrit justement dans ce mail que vous allez recevoir, c'est où est-ce qu'on décide de placer la limite. C'est-à-dire qu'on peut décider de placer une limite à ce confort. Il faut juste savoir où on s'arrête où est-ce qu'on met des limites. Par exemple, est-ce que ça vaut le coup, quand vous vivez au premier ou au deuxième étage, de prendre l'ascenseur pour un étage ou pour 2 étages? Est-ce que c'est une limite? À quel endroit vous fixez la limite? Est-ce que vous dites, moi, l'ascenseur, je le prends qu'à partir du moment où il y a 3 ou plus en termes d'étages? Ou est-ce que votre limite, c'est dès qu'il y a un ascenseur à la place des escaliers, je prends l'ascenseur? En fait, c'est ce genre de petite limite. Est-ce que quand je sais pas moi, il y a besoin de faire un coup de propre dans votre garage, dans votre maison, j'en sais rien. Est-ce que la limite c'est vous sortez l'aspirateur robot pour rien, ou est-ce que quand même vous pouvez prendre le balai pour le faire un petit peu? Et cet ensemble de petites limites que vous allez vous fixer vous permettra d'avoir encore un petit peu d'activité. Mais dans tous les cas, que ça soit le repassage ou même la vaisselle, ça paraît non significatif en termes de dépenses, mais c'est toujours du temps que vous allez passer debout. Parce que dans l'idéal, les gens se disent, oui, mais si on se débarrasse de tous ces trucs qui sont pas forcément passionnants, toutes ces activités qui ne sont pas passionnantes, en fait, de faire la vaisselle, le repassage et tout, on peut faire d'autres choses que l'on aime et qui sont bonnes pour nous. Sauf que la réalité montre que ce temps
gagner va être passé sur les réseaux sociaux ou devant la télé ou dans la vraie vie. C'est ça, hein. Il n'y a pas de j'ai un aspirateur robot ou une femme de ménage pour aller faire justement du cardio au bord de l'eau ou une séance de muscu. C'est pas comme ça. Enfin, il y a pas. Malheureusement, c'est pas ça. Donc, forcément, ça sera de la perte en termes de dépenses. Et moi, je le vois que la baisse d'activité physique est significative parce que beaucoup de personnes qui me contactent ont déjà des régimes qui sont très hypocaloriques. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont entre 1000 et 2000 calories par jour, pour des sportifs, hein, voire certains entre 1000 et 1500, et qui luttent pour perdre du poids. Et je parle pas de personnes qui ont le métabolisme bloqué, ça fait des années qu'ils sont avec ça. Je parle de personnes qui sont là maintenant, qui démarrent quelque chose et qui ont du mal. Ça traduit une dépense physique, une activité physique médiocre. En fait, ça. C'est pour ça que beaucoup aussi se demandent, mais comment font certains athlètes pour manger autant et être secs ? Et ils se disent, mais c'est normal, ils ont les produits dopants ou la bonne génétique. Non, ce sont aussi des personnes qui font beaucoup de sport et qui ont beaucoup d'activité physique. Donc, mieux vaut un déficit calorique avec beaucoup d'efforts et un peu plus de calories. Donc, on mange plus, on est toujours en déficit, hein, mais en mangeant plus parce qu'on fait plus de sport, que de tout régler avec le levier des calories de l'alimentation, en fait. Parce qu'à terme, en fait, ça fait moins vous allez manger, plus vous allez être sédentaire, plus vous allez être sédentaire, moins vous allez pouvoir manger, etc. Donc c'est un cercle. En fait, au bout d'un moment, ça mène nulle part, quoi. Donc oui, toutes ces activités que tu me cites là sont intéressantes, quelles qu'elles soient. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple pour vous rendre compte à quel point on est tombé dans le confort. Regardez un véhicule actuel et un véhicule d'il y a 15, 20, 30 ans, on va dire. Un véhicule populaire, hein, pas un véhicule haut de gamme. Regardez tout, en fait. On ne descend plus les vitres à la main. On ne serre plus le frein à la main, c'est un bouton. La direction est devenue assistée. De plus en plus de personnes ont des boîtes automatiques. Enfin, voilà, vous avez compris. De moins en moins d'efforts sont faits, même pour conduire. C'est un détail, mais j'aime bien montrer ça parce que après la maison, l'automobile est quand même une grosse dépense, un gros centre d'intérêt, même si ça va certainement changer. Mais bon, bref. Et on voit bien que le confort s'installe. Regardez tous les appareils que vous avez chez vous. C'est rare d'avoir un appareil qui vous met, sauf les appareils de musculation évidemment, mais c'est rare d'avoir un appareil qui crée de l'inconfort. En général, c'est toujours pour plus de confort. Pourquoi on a des écrans de plus en plus grands ? Pour avoir le plaisir du cinéma à la maison. Pourquoi on a un four micro-ondes et tout ça ? C'est pour passer moins de temps à cuisiner, à cuire parce que ça va plus vite. Pourquoi on a un lave-vaisselle pour ne plus faire la vaisselle ? Pourquoi on a un robot mixeur et batteur parce qu'on n'a pas envie de le faire à la main au fouet parce que ça fait mal aux avant-bras ? Tout est fait. Pourquoi on a une cafetière automatique parce qu'on n'a pas envie de moudre son café soi-même ? Enfin bon, tout est fait pour du confort. Et c'est juste, moi, ce que je dis, hein, c'est juste où est-ce que chacun, à titre individuel, hein, moi je fais la morale à personne, hein, mais chacun à titre individuel, on doit se fixer une limite. Si on veut, voilà, rester. Parce que sinon, s'il n'y a pas de limite, on s'arrête tout, quoi. On sort plus du lit, on fait plus rien. À un moment donné, il faut juste se fixer une limite et la connaître, se dire bon là non quand même, j'abuse pas. Quand il y a un étage, je le monte à pied. Quand il y en a deux encore. Quand il y en a trois, bon, j'ai pas envie d'arriver transpirant au bureau s'il fait bien chaud, donc ok. Mais voilà, se fixer des petites limites comme ça, quoi. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire appel à une femme de ménage si on a moins de X mètres carrés, quoi. Enfin voilà, vous voyez. Mais après chacun a ses limites, hein. Ses limites, se fixe ses propres limites. Dernier sujet, ce qui se cache derrière les TCA, la boulimie, l'anorexie, tout ça. Donc j'avais écrit, et vous pourrez aller le retrouver sur mon site, commencer par un carré de chocolat et finir par manger une demi-tablette, manger sans faim de manière automatique sans pouvoir se contrôler, culpabiliser et compenser par un jeûne donc d'arrêter de manger, quoi, et davantage de sport, et puis ça recommence le soir même. Ce sont des schémas de vie fréquents. C'est-à-dire que les TCA, les troubles du comportement alimentaire, souvent on ne voit que les extrêmes, donc la boulimie avec vomissement et tout, ou l'anorexie, la personne extrêmement maigre et tout, mais des comportements alimentaires, on va dire
déraisonnable, sans tomber dans le visible en fait pour les autres, eh bien c'est commun, d'autant plus quand on fait un sport. Alors j'avais vu un sport individuel et avec un but esthétique ou en tout cas par catégorie de poids de corps, etc. Donc on est typiquement dedans. Donc là, j'ai fait une enquête où j'ai encore une fois investi pour vous avec un gros rapport d'études sur d'un psychanalyste qui a étudié pendant 20 ans les TCA, donc à son cabinet et également avec des études, et il a fait un gros rapport sur le site Taylor Red Francis qui propose en fait une approche un peu différente, qui explique justement comment se débarrasser, comment traiter les TCA et tout ça. Alors faut savoir une chose, si vous êtes un peu fragile psychologiquement et tout, attention. Quand je dis attention, c'est pour les professionnels à la base qui donnent ces outils-là, donc c'est un peu brut de décoffrage. Ceux qui sont équipés pour ça, au niveau psychologique, vous pouvez aller voir. Moi, le cours que j'ai fait, il dure 1h25 sur le sujet, donc j'ai appelé ça « Analysons les TCA ». La vidéo s'appelle comme ça. Vous pouvez aller le voir, je vous ai mis le lien dans les notes du podcast. Et en fait, le but, c'est de voir ce qui se cache derrière la psychologie des personnes qui ont des TCA pour justement les aider à en sortir. Et alors moi je suis pas compétent en psychanalyse, en psychologie, c'est pour ça que je m'appuie sur le travail d'un psychanalyste qui a étudié pendant 20 ans ça. Et donc voilà, vous aurez des outils, vous aurez des conseils, il y aura la fiche à télécharger, vous aurez tout. Voilà. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil et dites-vous bien une chose, c'est que anorexie et boulimie, ça n'est pas que des extrêmes, ça commence toujours par des petits comportements. C'est pour ça que je vous disais, la personne qui a des facilités à se restreindre la journée, mais qui défonce ses placards et qui mange à outrance en fin de journée, c'est un comportement boulimique qui est suivi d'un comportement anorexique le lendemain. Et c'est malheureusement, on a tendance à se rassurer, à se dire on ne l'est pas, parce que justement on n'est pas encore malade visible, on n'a pas de problème de santé autre que juste psychologique avec ça, mais finalement on a mis un pied en enfer quoi. Et il faut vite essayer de désamorcer ça, parce que sinon ça peut conduire pour certaines personnes plus loin que d'autres. Voilà. Donc, on a 1h25 à passer ensemble si ça vous intéresse sur ce sujet-là. Moi, ça m'a passionné de le faire, donc allez voir et vous pourrez accéder à la version longue. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. On se retrouve très rapidement. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.